Aujourd'hui, le jeudi des abattoirs est consacré à Myriam Meshita, artiste invitée à l'exposition Effets secondaires qui se tiendra à partir du 17 mars à Toulouse, au SIAM, La Fabrique, à l'université Jean Jaurès. Myriam, merci d'avoir accepté cette invitation au Jeudi des abattoirs, qui est un événement culturel hebdomadaire des abattoirs qui sont aujourd'hui fermés, comme tu le sais, comme nous le savons tous, et nous espérons que nous pourrons rouvrir nos lieux très prochainement. Mais en tout cas, on maintient ce programme, ce lien avec les publics tous les jeudis. De cette année jusqu'à l'été, et puis donc c'est l'occasion pour nous de converser avec des artistes à l'occasion de leurs expositions, puisque les expositions continuent. Donc Myriam, tu es une artiste française née en 1974 à Strasbourg. Tu enseignes à l'école des Beaux-Arts de Caen depuis 2006. Exact. C'est cela? Ouais. Et tu vis à Berlin aussi. Et un peu à Paris aussi. Et un peu à Paris. Comment ça se passe de vivre entre ces deux mondes, ces deux pays? Alors, en fait, ça se passe qu'au départ, partir à Berlin était une sorte d'échappatoire, parce qu'en fait, être sculpteur en France, c'est très compliqué. Et obtenir des ateliers qui sont grands, ou en tout cas possiblement exploitables pour un artiste sculpteur, c'est un peu compliqué. Donc, je suis partie de Paris pour pouvoir travailler décemment. Et Berlin m'a accueilli, tu vois, avec une possibilité d'atelier à 100 €, 100 mètres carrés, chose impensable. Donc, c'était il y a 15 ans. Je suis partie pour ça. Et en fait, le rythme, finalement, entre la France et l'Allemagne est assez fluide pour moi, parce qu'en fait, quand je suis ici, j'ai une vie assez monacale, uniquement atelier et travail d'atelier, et ça me va très bien. Tu parles depuis Berlin? Je vous parle depuis Berlin, exact. Tout à fait. Donc, ce jeudi des abattoirs, cette conversation qui t'est consacrée, c'est à l'occasion de cette exposition à laquelle tu participes, Effets secondaires, qui se tiendra à partir du 17 mars, qui va être montée très prochainement. Et donc, tu as été invitée par les abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse et l'université Jean Jaurès pour concevoir une exposition à partir des œuvres de collections, de nos collections, mais de deux autres collections, on va en parler, et avec cette exposition mise en scène par des étudiants du master métier de l'art, régie et documentation de l'université Jean Jaurès. Comment tu as pris cette invitation? Tu l'as acceptée assez immédiatement parce que l'enjeu pédagogique était important. Comment tu as abordé ce projet? Mais tu sais, c'est assez rare qu'on puisse faire des expositions uniquement avec des collections, en fait. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est souvent des projets qui proposent des productions de nouvelles pièces. C'est très rare que ce soit, on va dire, une réutilisation. Moi, j'aime bien le mot de réactivation de certaines pièces qui existent déjà et qui sont dans des collections. Je dois dire que le musée des abattoirs a une place importante dans ma vie, parce qu'en tant qu'artiste et jeune artiste à l'époque, le musée m'a beaucoup soutenue et m'a permis aussi de me déployer dans une autre mesure. Et en fait, les pièces qui sont dans les collections sont des pièces de différents temps, de différentes installations aussi. Et c'était intéressant pour moi, en tout cas, mais l'exercice était difficile, et c'est pour ça que finalement, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, de penser à toutes ces différentes provenance en fait d'installation. Et ça me semblait intéressant justement de faire part. C'est pas une rétrospective, c'est une réactivation. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et le fait que ce soit une tripartite ou une sorte de monstre à plusieurs têtes qui pense une exposition, c'est assez rare aussi, parce qu'en général, j'ai toutes les cartes en main, c'est moi qui définis tout, qui pense tout. Et là, c'était intéressant, en tout cas, même si je dis pas que c'était simple, vu le contexte en fait sanitaire, de tout faire à distance. Ça a rajouté vraiment une. Alors, le côté négatif, c'est que ça a compliqué les relations parfois pour bien qu'on s'entende et bien qu'on se comprenne. Mais après, ce qui a été aussi riche, c'est de voir qu'en fait, l'humain, on peut pas s'en passer en fait. Et c'est qu'il suffit de se voir ou de se retrouver pour que les choses existent. Et ça, moi, je trouve ça assez bien.
Oui, et c'est formidable dans cette période de surmonter effectivement toutes ces difficultés de concevoir une exposition aussi à distance, mais tu as quand même pu venir Oui, à Toulouse pour voir le lieu, hein, ce magnifique lieu qui est la Fabrique. Hein. C'est assez exceptionnel d'avoir au sein de l'université des espaces d'exposition absolument. qui sont des vrais centres d'art contemporain. Et cette exposition, dans un premier temps, elle pourra être vue par quelques étudiants, on espère, par un public plus large après. Mais revenons un petit peu à ces œuvres qui vont être présentées. Donc, on a cet ensemble de 4 œuvres que conservent les collections des abattoirs, qui sont des œuvres importantes dans nos collections. Ce sont des œuvres plutôt monumentales. Et puis tu as souhaité y associer donc un ensemble de sérigraphies assez récentes qui sont conservés à l'Artothèque du Lot. Le Lot qui fait partie, qui est dans la région Occitanie. L'Artothèque du Lot est un partenaire hein, des abattoirs. Et puis, tu as suggéré qu'on associe aussi cet ensemble de céramiques conservé à l'hôtel d'Agar à Cavaillon. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces œuvres? Quelle va être l'œuvre un petit peu qui va être phare dans cette exposition? Hein, et puis, peut-être parler de ces ensembles, ces 3 collections, ces 3 extraits que tu réactives et tu embarques avec toi ces étudiants dans cette aventure. Alors moi, ce que je tiens à dire, c'est que les discussions, elles ont été riches parce qu'en fait, c'était compliqué pour moi en fait, une fois un travail est terminé ou présenté tel qu'il est, il se réinvente rarement. Mais là, les choses en plus sont assez anciennes. C'est pas comme si ça datait d'il y a 1 an ou 2. Donc en fait, c'était étrange de revenir dans un passé du travail, c'est-à-dire vraiment de reprendre le fil et de la construction. Et ce qui a été intéressant au final, c'est de se rendre compte que les 3 collections, enfin les 3 ensembles, en fait, sont le même travail, sont la même personne. Donc en fait, cette exposition, c'est une nouvelle proposition. Et moi, ce que j'ai voulu justement en discutant et en écoutant aussi ce que les étudiants avaient à dire et tout ce que ça a engendré aussi comme travail sur moi, c'est-à-dire comment intégrer cette exposition dans le travail et pas en faire juste un moment un peu parallèle qui n'existe pas vraiment. C'est très compliqué aussi de penser qu'une exposition, ce n'est pas que une visibilité. En tout cas, en ce qui me concerne, une exposition, c'est pas que ça. C'est pas que de la com, c'est pas que rendre visible. En fait, ça permet, moi, je suis en tout cas dans un flux tendu de production, ça me permet de faire des arrêts sur image et de comprendre comment je fonctionne parce que il y a une sorte de chaos permanent, d'une pièce qui arrive là, un dessin, puis c'est pas forcément les mêmes temporalités. Ce qui fait que je dirais qu'il n'y a pas de pièce maîtresse dans cette expo, parce qu'en fait, j'ai envie qu'une sérigraphie qui peut être une espèce de parent pauvre en fait du travail, devienne aussi important que les 2 serres, que la suprématie du savoir, pièce assez imposante, clinquante, belle et hyper majestueuse. Et ben une sérigraphie, ça a la même portée si on y prête attention. Donc en fait, la proposition qui va être faite, parce qu'elle n'existe pas encore, va créer à nouveau une espèce de tissu, on va dire, homogène de cet ensemble et proposer une nouvelle version, on va dire, passée et présente de ce travail-là. Et alors la collection, les céramiques présentes qu'on emprunte à l'hôtel d'Agar sont des céramiques que j'ai réalisées à la manufacture de Sèvres. Et c'était au départ une commande de la part de l'hôtel d'Agar qui, à l'époque, là, il y a eu évidemment le contexte modifie un peu les organisations. Normalement, tous les ans, au moment de Noël, ils organisent une crèche. Moi, je ne suis pas du tout religieuse, ni même dans une portée de ce genre. Et en fait, ils m'ont demandé si j'acceptais de réaliser une crèche pour leur exposition. Ce que j'ai fait. Et en fait, c'était aussi assez intéressant. J'ai associé tous les protagonistes à des animaux. Enfin, vous verrez, c'est une sorte de discussion assez simple
sur la question de la nativité, de comment on régénère les choses. On devient une mère, on devient... Voilà, ça parle de tout ça. Alors, l'hôtel d'Agar, c'est un endroit incroyable. Donc, c'est plus qu'un endroit incroyable, c'est une famille incroyable. C'est ma famille, donc il me semblait important et intéressant de les associer à ce projet parce qu'en fait, j'invite évidemment toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, cette discussion, d'y aller parce qu'en fait, c'est un endroit hors norme. Et l'idée que, en fait, cette exposition, j'ai envie qu'elle soit comme chez eux, c'est-à-dire hors norme, et qu'on dépasse tout ce qui est convenu, convenable. On prend une pièce, on la réajuste à une autre, et puis on fait discuter les choses, parce que je crois pertinemment, et tu le disais tout à l'heure, qu'il est important de tenir le cap et de maintenir les choses, et qu'en fait, la créativité, c'est pas une histoire de pièces, en tout cas mortes, entre guillemets, c'est-à-dire de pièces qui sont dans des cimetières, parce que pour moi, les collections, parfois ressemblent un peu à des endroits en suspens, alors que je crois que les réactiver, justement, si je peux revenir à ta question, c'est que les réactiver permet de redonner vie en fait à cet ensemble et à se rendre compte aussi que tout est en évolution permanente, quoi. Voilà. Mais c'est le principe des collections. C'est vrai qu'on a souvent une vision de collection figée. Et nous, dans les musées et aussi les FRAC, puisque les abattoirs, je rappelle, c'est un musée d'art moderne et contemporain et aussi un fonds régional d'art contemporain. Nos missions, c'est de diffuser nos collections. Et pour nous, c'est très important. Justement, le travail qu'on fait aujourd'hui avec toi, c'est de réactiver ces œuvres parce que les abattoirs ont acheté tes œuvres en 2006, 2007. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve en 2021 et notre regard change, a évolué. Et puis, on peut voir y associer des réalisations plus récentes. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et ça vient enrichir la connaissance des œuvres de nos collections. Et puis celles qui vont entrer, puisque très certainement, on aura d'autres acquisitions d'œuvres de Myriam Meshita qui viennent ponctuer et qui viennent enrichir la connaissance de ton œuvre. Donc cette image de collection, c'est pas en suspens, c'est toujours nourri, c'est toujours étudié, c'est toujours diffusé et toujours remis au regard contemporain. Mais il y a une différence entre représenter, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire prendre une pièce et la remontrer dans un autre contexte, avec d'autres artistes autour, etc., et complètement les recontextualiser. Et cette exposition-là, je pense, elle joue de ça, c'est-à-dire qu'elle recontextualise, elle redéfinit les termes. Cela dit, peut-être que même après, certaines des installations seront présentées comme on va le faire là, on va peut-être modifier les protocoles ensuite. Et ça, moi, ça me semble très important, quoi. Donc, ce qui me plaît, c'est qu'aussi, on est avec un groupe d'étudiants et étudiantes qui sont jeunes, qui connaissent, qui apprennent ce métier-là, dans une période très morose, on va dire, où notre avenir est plus qu'incertain, c'est-à-dire que clairement, se prendre la gifle du non essentiel, hein, on l'a tous vécu, on peut en sourire, mais en fait, quand on y pense, c'est d'une violence extrême, parce que je crois que dans ce confinement et dans ce temps de repli qu'on a tous vécu, toutes et tous vécu, on a beau dire ce qu'on veut, mais les gens ont lu, ont regardé des films, ont écouté de la musique, ont regardé des livres d'art, ont regardé des courts-métrages, etc. Et si ça, c'est pas de la création, et si c'est pas ça qui nous sort de notre putain de vie, alors qu'est-ce qui reste en fait? C'est-à-dire que clairement, le message et l'importance de ce message auprès de ces étudiants et étudiantes était de comprendre que quoi qu'il se passe, en fait, c'est ça la clé. En fait, c'est ça la clé de la sortie. Elle est uniquement possible avec cette clé-là, en fait, et pas une autre. Donc c'est un projet qui, au départ, est peut-être plus anodin que ce qui paraît. C'est-à-dire, oui, OK, une expo de plus. Mais les enjeux, en fait, en ce qui me concerne, c'est pour ça que j'ai dit oui immédiatement. C'est déjà, je crois que quand on appartient, entre guillemets, je ne sais pas si enfin, c'est pas une question de propriété, mais quand on appartient à une collection, on y appartient corps et âme, c'est-à-dire qu'on y est, il y a un bout de moi chez vous, toujours, tout le temps.
Et c'est pour ça que quand on me redemande, quand on me demande en tout cas de revenir, je reviens avec grand plaisir. C'est comme si je revenais chez moi. Justement, Myriam, tu parlais de cette période particulière. Comment toi, tu l'as vécu en tant qu'artiste, personnellement aussi, mais comment tu l'as vécu, comment tu as pu continuer à créer malgré tout. Je sais que tu as pu continuer à dispenser tes cours à l'école, mais dans quelles conditions? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux témoigner de cette période? Alors, je peux témoigner comme tout le monde que c'est une période difficile, bien plus difficile que ce que je supposais. En fait, j'ai été peut-être un peu naïve au départ, en peut-être sous-estimant la durée, en sous-estimant l'ampleur. En tout cas, moi, je suis enseignante à l'École supérieure des arts et médias, c'est-à-dire à l'ESAM, à Caen, depuis 2006. J'enseignais déjà avant. Et l'impact cette période a sur nos étudiants et étudiantes est dramatique, c'est-à-dire dramatique. C'est déjà un milieu qui s'appréhende avec beaucoup de difficultés et beaucoup de... Moi, je suis sortie il y a 25 ans d'une école d'art, quasiment, 23 ans. La projection était beaucoup plus simple. Et me faire une place a été d'une simplicité, je dirais, parce que tout simplement, je travaillais et que le travail était la seule chose possible. Quand on est dans une période et quand on fait des études dans une période où plus rien ne tient et aucune projection n'est possible, et même je dispense mes cours en visio, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux promettre? Parce qu'en fait, être enseignante, c'est donner des outils, c'est structurer une pensée, en tout cas aider à la structurer, faire advenir des choses. Moi, je suis une accoucheuse, je ne sais pas comment on peut dire, je suis une sage-femme, moi, en quelque sorte. Ben, qu'est-ce que je peux leur promettre? Ben, rien. Parce qu'en fait, mes promesses à moi sont passées à la trappe aussi. Donc, en fait, c'est un temps qui a été en plusieurs... je dirais qu'il y a eu 2 temps depuis mars 2020. Il y a eu le temps un peu de la sidération et du repos, parce que je crois que j'étais comme tout le monde. J'avais besoin de me poser 5 minutes et d'essayer de digérer un peu ce qui se passait. Évidemment, toutes les expos ont été reportées, fermées. Mes résidences, j'avais 2 résidences l'année dernière de prévues, annulées. Évidemment, tout se reporte dans une espèce de nuage un peu flottant au-dessus de ma tête, sans date précise, sans rien. Mais ce qui est assez rassurant, et c'est pour ça, et c'est en ça que je te réponds sur la question de la création, c'est qu'en fait, mon travail, c'est d'aller à l'atelier. Alors, le seul problème, c'est de trouver les moyens de le payer, parce que moi, je n'ai droit à pas grand-chose, comme beaucoup d'artistes, hein, parce que nous payons nos impôts, nous payons nos taxes, nous sommes hyper sollicités, mais en retour, c'est ça, quoi. Donc, en fait, effectivement, nous ne sommes pas essentiels, nous ne sommes pas nécessaires dans ce monde. Mais en tout cas, le plus dur est de trouver comment payer cet atelier. Après, la création, c'est ce qui fait qu'on est debout, qu'on respire. Donc, je n'ai eu aucun problème à retourner à l'atelier et à travailler alors différemment, parce que évidemment, je crois que tout ce monde en perdition impacte réellement les projets, mais le rêve reste le même. Moi, j'ai les mêmes rêves qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et ma difficulté, mon rapport au monde est le même. C'est juste que maintenant, peut-être que tout le monde le perçoit de la même manière. Et qu'avant, mon rapport au monde, qui est un rapport, on va dire, d'agonie, de difficulté à respirer, difficulté à comprendre comment on fonctionne, comment on met en place et comment on peut évoluer dans ce monde qui est pas en train, qui sombre totalement. Bah, cette sensation, je l'avais déjà avant. Maintenant, elle est effective pour tout le monde. Donc l'atelier reste le seul endroit de paix, toujours. Donc j'y vais avec bonheur, je continue à travailler, même si, tu vois, le mot travail n'existe pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que je te dis je vais travailler, ou je ne travaille pas, je fais ce que j'ai à faire, qui est du virus, pas virus, ou qui est beau temps dehors, ou quoi. Donc en fait, je dirais juste que j'ai une pensée toujours émue pour mes étudiants et pour cette génération qui est en peine, vraiment. Et je suis là pour que on puisse trouver des solutions. Ce qui est beau, c'est qu'il faut tout réécrire. Là, on est dans un temps
On doit retrouver le langage et réécrire l'histoire d'après. Et ça, je me dis que c'est une vraie chance aussi. Dans notre malheur, on a la possibilité de respirer déjà, même si on nous fait porter des masques. On peut respirer et on peut réinventer. Moi, je réinvente demain s'il faut, tout ce qu'il faut. Tu parlais du langage. Le langage, la narration, c'est très important dans ton travail. On le voit dans le titre de tes œuvres, mais on te voit aussi beaucoup actuellement sur les réseaux sociaux faire le récit de moments de ton quotidien. Donc, c'est une manière aussi de parler de notre réalité, de communiquer avec nous tous, mais en temps avec ta parole d'artiste. Mais ce travail d'écriture, il a toujours été, hein, il est au cœur de ton travail, mais est-ce qu'il est encore plus important aujourd'hui, ce travail d'écriture, de trouver d'autres moyens de communiquer, puisque le lieu de l'exposition manque, hein, même si voilà, on va voir cette exposition à Toulouse, mais les lieux d'exposition, tu en as eu d'autres en attente, je sais. Voilà, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as accentué ou tu étais déjà dans cette dynamique de récit? Ben, tu as raison, c'est présent depuis longtemps. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quand je ne peux pas dessiner, par exemple, parce que je n'ai pas la possibilité, quand je ne peux pas faire de la céramique, parce qu'il y a un dispositif un peu lourd, quand je ne peux pas… en fait, c'est comme si, tu sais, il y avait un robinet ouvert qui doit continuer ou une rivière, je ne sais pas. Et ben en fait, si je ne peux pas à un endroit, ça arrive à un autre. C'est-à-dire que la parole, moi, j'écris pas sérieusement, hein. Je ne suis pas du tout à l'endroit du sérieux et de trouver les mots. Si d'ailleurs tu lis mes textes, tu verras, c'est bourré de fautes, il y a plein de répétitions. Enfin, j'écris comme je te parle, en fait. Et d'ailleurs, j'écris sur mon téléphone. Quand il m'arrive quelque chose, je suis dans le bus, à l'aéroport ou n'importe où, j'écris sur mon téléphone. Et en fait, ce que j'aime, c'est que justement, les réseaux permettent une diffusion très simple. C'est comme si je parlais à tout le monde, un billet d'humeur, tu vois. Je dis ce que je pense, ce que je ressens. C'est une blague en général, c'est quelque chose qui m'a surprise ou quelque chose de complètement surréaliste qui m'arrive. Et en fait, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais c'est juste que je prends la peine 10 minutes d'écrire ça pour que, voilà, quand j'ai des commentaires où les gens disent « Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé », je t'assure, ça me fait ma journée. Je me dis « Tant mieux, ça a servi à ça ». Après, ça n'a pas plus de poids que ça. Moi, je n'ai pas, comment dire… c'est peut-être comme ça aussi que je travaille. Je dessine ou je sculpte ou je fais des sérigraphies ou je peux faire d'autres choses, des éditions ou quoi. Ça n'a pas plus d'importance que ça, que d'être un lien avec quelqu'un qui pourrait avoir un S. Donc, ces textes-là, cette narration-là, je parle de ma vie, mais comme quand je dessine, je te parle de ma vie. Et ce qui m'a touchée le plus un jour, c'est que j'ai croisé quelqu'un dans le métro. J'en avais fait un texte. J'ai croisé quelqu'un dans le métro très, très tôt le matin. J'allais à la gare. Et cette dame m'a interpellée en me disant « Je crois que je vous connais, vous êtes Myriam Mechita, pourquoi vous n'écrivez plus ?» Je dis « Oh bah, mais moi, j'écris pas. » Elle me dit « Si, ma chef de service, je travaille comme femme d'entretien, nous fait lire vos textes à la pause déjeuner. » Et ça, j'ai trouvé ça parfait, tellement joli. Parce que c'est ces endroits-là, moi, qui m'intéressent. C'est quand ça va sur les côtés, ça déborde à des endroits qui ne sont pas les bons, pas celui de mon milieu qui est prédestiné ou pré-mâché, où les gens parlent mon langage, justement. Donc, ces textes-là sont volontairement des textes simples, mais qui parlent de ta vie, de la mienne, de tout le monde, en fait. Il n'y a pas plus que ça. Et justement, je veux qu'il n'y ait que ça. Mais en tout cas, j'invite les auditeurs à les lire parce que c'est croustillant et c'est la vie, mais la vie effectivement qui nous fait sourire et aussi, moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est important en ce moment, mais à partir souvent de bêtises, hein, en quelque sorte, qui sont soulignées. Mais voilà, on est tous bêtes à un moment donné. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de recul pour le regarder.
regardé. Si on revient à notre exposition effets secondaires, est-ce que tu peux nous dire un mot, justement, on est encore dans le langage, sur le choix de ce titre, hein. Donc je rappelle, cette exposition, elle réunit en fait 2 monographies, la tienne et puis celle de Samir Ramdani, qui est aussi un artiste de nos collections. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot sur le choix de ce titre? Mais peut-être que tu peux en dire aussi un mot, toi, parce que tu es responsable un petit peu de tout ça. Vas-y, si tu veux. Non, parce que… bon. Non, mais c'est venu d'un échange, je peux expliquer. En fait, c'est en ça que c'est assez beau. On était tous ensemble en train de déjeuner et on parle d'une chanson que j'ai écoutée dans le bus en arrivant à Toulouse, qui s'appelle Volontaire, d'Alain Bachung et Bertrand Cantat. Et dans ce texte, il y a des mots qui sont hyper forts, comme je m'incendie volontaire ou d'autres phrases. Et effet secondaire est apparu comme une évidence, mais une évidence parce qu'on a discuté ensemble, Emmanuel, tu peux le dire, que tu as participé à cette discussion, et qu'en fait, ça semblait d'une parfaite synchronicité avec notre période. C'est-à-dire, les effets secondaires de toutes ces mises à distance et de ce virus. C'est un terme un peu aussi qui touche à la maladie, et c'était parfait. En plus, nous sommes 2, et les effets secondaires, le fait qu'une exposition soit l'effet secondaire d'une interdiction d'exposer, par exemple, je trouvais ça assez joli. Oui, aussi les effets que produisent aussi tes œuvres, comme celle de Samir Ramdani, hein, qui associe beaucoup de contraires, hein. Il y a des choses qui viennent s'entrechoquer entre une espèce de violence et puis de côté un peu pop ou précieux. Enfin voilà, donc c'est… il y a toujours une deuxième couche, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, il y a toujours une deuxième. On mange le gâteau, puis après, en fait, première lecture, on est toujours un peu séduit par les couleurs, par la brillance, par l'éclat. Et puis quand on a la deuxième couche, l'effet secondaire se fait sentir, c'est-à-dire que le sucré se transforme en amertume assez vite. Et puis, on se dit que les effets secondaires, c'est ce qui va aussi rester, et que ceux qui pourront voir l'exposition garderont, voilà, ces effets. Et les effets secondaires, ils ne sont pas les mêmes pour tous. C'est ça qui est aussi important. Et puis, c'est vrai que ça a résonné avec l'actualité. Et en fait, c'est aussi cette histoire avec Alain Bachung, tu as évoqué à ce moment-là, parce qu'il y avait quelques étudiants qui étaient avec nous pendant ce repérage à Toulouse, hein, parce qu'on parle de ce moment-là où le choix du titre de l'exposition s'est opéré. Et tu as évoqué cette collaboration avec Chloé Mons, qui était la femme d'Alain Bachung. Donc, c'était aussi, ça avait un sens pour toi, puisqu'il y avait une proximité aussi avec l'auteur même de cette chanson. Et puis, ce travail de collaboration dont tu peux peut-être nous dire quelques mots. Oui, j'ai collaboré plusieurs fois. D'ailleurs, elle avait fait une performance aux abattoirs au moment de l'exposition qui présentait l'installation qu'on aura dans l'expo. Et d'ailleurs, le film qui est projeté avec l'installation, la table, le titre m'échappe là maintenant, mais la petite vidéo, c'est Chloé qui flotte dans la piscine. Donc Chloé est une artiste. Oui, vas-y, donne le titre si tu veux. Quelque part sans langage ni rue. Quelque part sans langage ni rue, j'ai un trou. Donc, quelque part sans langage ni rue, c'est une collaboration avec Chloé, effectivement. Nous sommes partis aux États-Unis et nous avons filmé, nous avons travaillé ensemble pour ce projet. Et Chloé fait partie de cette installation, en tout cas en flottant dans cette piscine au milieu des éclats. Voilà, donc oui, Chloé est une artiste importante qui fait partie de ma vie et je suis ravie que je puisse montrer cette installation-là aujourd'hui. Ouais.
Donc, la vidéo, elle s'appelle le Monde des désirs. Hein, on la verra Oui, absolument. dans l'exposition avec l'installation. Et donc, cette collaboration, cette rencontre avec Samir Hamdani, finalement, qu'on t'a proposé, que tu n'as pas choisi réellement, mais qu'on t'a proposé. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de cette rencontre avec Samir Hamdani, qui va présenter, lui, donc un ensemble de films dans un autre espace du Siam, hein, puisque ton installation va être présente dans le Cube, hein, pour ceux qui connaissent la fabrique, et Samir Hamdani va faire la présentation de ses films dans le Tube. Oui, c'est un lieu magnifique. Le fait qu'il y ait ces deux espaces avec deux énergies complètement différentes. Bah, cette rencontre avec Samir, elle est vraiment chouette parce qu'en fait, je le connaissais pas. Enfin, je connaissais son travail uniquement. Et c'est toujours intéressant en fait de rencontrer l'homme ou la femme derrière un travail qu'on connaît bien en fait. Donc ça, c'était la belle surprise. Et puis en fait, oui, de toute façon, c'était ce qui était bien dans ce projet-là, c'était toutes les rencontres. Même toi, même tout le monde. Mais et Jérôme Carrier, et puis les étudiants, chacun des étudiants et étudiantes. C'est en ça. Donc la discussion, elle est belle parce qu'aussi, on a un parcours qui est assez différent avec Samir, mais finalement, on a les mêmes racines. Donc c'est pas parce que le chemin est un peu différent qu'on vient pas du même endroit. Donc, en tout cas, notre rapport à l'art, rapport à l'autre est le même. Donc, en fait, je crois que c'est deux. Ce qui est assez beau, c'est que ça va être deux chapitres différents d'une histoire assez commune, en fait. Oui, une exposition donc qu'on vous invite à voir d'abord en visite virtuelle sur les réseaux sociaux, et puis très bientôt, nous espérons pouvoir l'ouvrir, puisque c'est une exposition qui sera présentée jusqu'en juin de 2021 pour lui donner toutes ses chances d'être visible. Mais en tout cas, l'aventure de la conception, de l'élaboration de cette rencontre, elle a lieu. Elle a lieu, vous le comprenez tous, elle a déjà lieu puisqu'il y a ces histoires, ces rencontres qui se sont nouées. Et donc, très bientôt, nous vous invitons à nous retrouver à l'Université Jean Jaurès. Merci Myriam pour merci à toi. Pour cette conversation, et à très bientôt. À très bientôt. Et merci pour ton enthousiasme, et merci de faire exister les choses, ça, il faut le dire aussi. Merci pour ce projet, et merci pour les étudiants qui, grâce à cette synergie, énergie, tout ce que tu veux comme mot derrière ça, vont jusqu'au bout de leur cursus. Donc ça, c'est un grand merci, parce qu'en fait, ce projet fait partie de cet apprentissage-là. Et en fait, c'est important qu'il aille jusqu'au bout, et c'est important que les gens viennent pour que justement ce travail soit aussi valorisé. Voilà, pour eux. Donc, merci. Oui. Ce sont les jeunes professionnels de l'art de demain. Absolument. Et merci Myriam à toi de ce courage et de cette force.